Coucou mes petits démons, j'espère que vous allez affreusement bien. On se retrouve comme chaque semaine sur la Dark Zone pour une nouvelle histoire à vous faire froid dans le dos. Aujourd'hui, je vais vous raconter celle de Sharon Whisker, surnommée la fille du diable. Elle est la plus jeune meurtrière à avoir été condamnée au Royaume-Uni. Mais comment a-t-elle pu en arriver là? C'est ce que nous allons essayer de comprendre au cours de cette nouvelle vidéo. Vous êtes prêts? Nous sommes le jour du 7 juin 1992 à Surrey, en Angleterre. Une jeune coiffeuse du nom de Katie Radcliffe, déboussolée après une rupture sentimentale, erre dans le quartier où les rues sont jonchées de discothèques. Elle est à la recherche de ses amis qu'elle a perdus de vue lors d'une soirée bien arrosée. Dans une ruelle sombre, une voiture avec 3 personnes dedans s'arrête à sa hauteur. Le conducteur est intrigué par son état. Les 2 hommes discutent quelques minutes avec elle, mais Katie remarque qu'une jeune fille est assise à l'arrière du véhicule. Celle-ci a 12 ans, mais en paraît facilement 16. Les 2 hommes lui proposent de la raccompagner jusque chez elle. Katie est méfiante et commence à tourner les talons. À ce moment-là, l'adolescente qui était silencieuse à l'arrière de la voiture bondit hors de celle-ci pour rattraper Katie, un couteau aiguisé à la main. Pressentant le danger imminent, la jeune femme se met à courir, mais la jeune fille finit par la rattraper et la poignarde pas moins d'une 40aine de fois. L'adolescente finit par abandonner le corps de Katie dans une obscure impasse. Les 2 hommes qui étaient à ses côtés ce soir-là se sont empressés de quitter les lieux. Le lendemain matin, la police retrouve le corps mutilé de Katie. Lorsque le corps sans vie et à moitié dénudé de Katie est découvert, les détectives pensent aussitôt à une agression masculine effectuée par un ou plusieurs hommes. Il semble que Katie ait été victime d'agressions sexuelles. À la vue des multiples blessures, il semble aussi qu'un véritable acharnement s'est abattu sur la pauvre Katie Radcliffe. 32 coups ont été portés au niveau de la poitrine, de l'anus et du vagin de la jeune femme. Compte tenu des blessures infligées et de la violence extrême du meurtre, les enquêteurs sont très loin de s'imaginer que l'assassin puisse être une jeune gamine de 12 ans. Faute de preuves et de témoins, le meurtre sera classé sans suite. Tout juste 2 ans, jour pour jour après la mort de Katie Radcliffe, un autre fait divers a lieu dans la même ville à Surrey. Une certaine Sharon Whisker, âgée de 14 ans, entraîne l'une de ses camarades dans les toilettes de son école. Lorsque celle-ci lui tourne le dos, Sharon la prend en traître et la poignarde avec une telle force que la lame lui transperce les poumons. Contre toute attente, la collégienne survit et un groupe d'élèves qui entraient dans les toilettes à ce moment-là découvre avec effroi la scène d'horreur. La bande d'élèves appelle sur le champ la police qui intervient en urgence. Après son arrestation, les magistrats décident d'envoyer Sharon Whisker pour une durée de 2 ans dans le centre d'évaluation de Bullwood Hall, un centre pour jeunes délinquants situé à proximité de chez elle. Le but est d'observer son comportement et d'y obtenir une expertise psychiatrique. Durant sa détention, la jeune fille va se montrer vindicative et va très vite adopter un comportement dangereux. Elle va s'attaquer aux autres détenus et aux membres du personnel du centre, tentant même de tuer 2 d'entre eux en les étranglant. Heureusement, ces tentatives de meurtre vont à nouveau échouer. Les officiers de police décident donc de la mettre sous surveillance et d'écouter les échanges qu'elle entretient avec sa famille et ses amis qui viennent tour à tour lui rendre visite. Ils en apprennent aussi beaucoup grâce au gardien pour qui elle a le béguin et à qui Sharon raconte ses exploits dans le monde extérieur. Ces informations contiennent des détails que personne d'autre ne peut connaître, et notamment sur le meurtre d'une certaine Katie. Une perquisition a lieu chez elle et ses journaux intimes sont alors confisqués. Dedans, les policiers y lisent des aveux. Je plante le couteau dans sa poitrine, ses yeux se ferment. Elle me supplie, alors je le lui plante encore et encore. Je ne veux pas lui faire mal, mais j'ai besoin de lui faire violence. Je dois vaincre sa beauté, sa sérénité, sa sécurité. Je vois son visage quand elle meurt. Je sais qu'elle sent que sa vie se retire lentement d'elle et je l'entends halter. Je suppose qu'elle essayait de respirer. L'air cesse de circuler au fond de
sa gorge. Je sais qu'elle a respiré, mais ce n'est plus le cas maintenant. Et je suis joyeuse. La criminologue Elizabeth Yardley dira, je cite, « Les journaux intimes sont un moyen de revivre les meurtres, c'est un moyen de les commémorer, de pouvoir revenir en arrière et de revisiter ce moment où elle s'est sentie toute puissante afin de le préserver. Elle ne veut pas l'oublier, elle veut à nouveau avoir cette sensation. » Sur la base de ses écrits, Sharon va subir un interminable interrogatoire qui va quand même durer 27 heures au total, rien que ça. En avril 96, elle écrivit ceci dans son journal. « Respectez Cathy Radcliffe, 4 ans aujourd'hui. » Cette phrase va mettre la puce à l'oreille des enquêteurs et cela va confirmer les forts soupçons qu'ils ont sur le fait qu'elle puisse être responsable de sa mort. Durant l'interrogatoire, des papiers et des stylos sont à sa disposition. Sharon va s'en servir pour griffonner sur plusieurs feuilles. Sur l'une d'elles, elle va dessiner des blessures singulières qui ont été retrouvées ici et là sur le corps de Cathy. Tout en dessinant, Sharon va également avouer lui avoir volé un bracelet. Lors de la garde à vue, elle va donner 3 versions différentes aux enquêteurs. Dans les 2 premières, elle dit avoir agi seule et dans la dernière version, elle explique que les 2 hommes qui l'accompagnaient cette nuit-là l'ont aidée au meurtre. Tous 2 sont interrogés, mais ils vont fournir à la police un alibi en béton et vont être rapidement écartés de l'enquête. Le sergent détective qui a interrogé Sharon de manière approfondie déclara « C'est presque comme si elle était dans un autre monde. Ce qui me vient à l'esprit quand je lui parle, c'est sa froideur. Avec elle, il n'y a aucune émotion ni raison. » En mars 1997, 5 mois après le meurtre de Cathy Radcliffe, le procès de Sharon Whisker s'ouvre et il durera 1 mois au total. Les écrits de Sharon sont présentés au jury et ce qu'elle y raconte est effroyable. On découvre que sa mère, qui était adepte de sorcellerie vaudou, l'avait initiée à ces pratiques. Elle allait parfois jusqu'à sacrifier des animaux. Pour cela, Sharon aurait même décapité le chien d'un voisin à l'aide d'une pelle. On peut se dire que sa mère l'a initiée au goût de tuer. Dans son journal intime, Sharon fait également part de son envie d'arrêter l'école, car sa seule ambition dans la vie, c'est de devenir la plus jeune meurtrière du pays. Quelques pages plus tard, elle raconte qu'elle a mis son fantasme à exécution. On ne sait pas trop ce qui a poussé Sharon à attaquer Cathy Radcliffe, une parfaite inconnue. Mais une phrase qu'elle a écrite dans son carnet nous donne une hypothèse plausible. Je cite, « La jalousie me donne envie de me battre ». On peut donc s'imaginer que le soir du drame, Sharon avait jalousé la jeune fille du fait que ses 2 acolytes s'étaient intéressés à elle et lui avaient porté un peu trop d'attention à son goût. Elle ne l'a pas supporté et cela a pris des proportions qui l'ont complètement dépassée. C'est quand même assez extrême comme réaction. Au cours du procès, les juges ont souligné le côté pervers et calculateur de Sharon. Après avoir tué Cathy, elle l'a dénudée en remontant les vêtements de celle-ci sur son ventre dans le but de faire penser à un viol, éloignant ainsi tout risque de soupçon sur sa personne. Suite au jugement, Sharon est reconnue responsable du meurtre de Cathy Radcliffe et est condamnée à 14 ans de réclusion criminelle. Sharon réclame à ce que la condamnation initiale pour meurtre soit requalifiée en une condamnation pour homicide volontaire avec responsabilité réduite. Ce qui a d'abord été refusé par le juge en chef de la Cour royale de justice. Va s'en suivre à cause de son jeune âge lors du crime une série d'audiences et sa peine va tout de même être réduite à 12 ans de réclusion criminelle. Alors je vous propose de revenir un petit peu en arrière et d'en connaître un peu plus sur le passé de Sharon Whisker, cette fille que l'on surnomme désormais à juste titre la fille du diable. Nous allons essayer de comprendre comment a-t-elle pu en arriver là, car bien souvent, les origines du mal surviennent très tôt dans l'enfance des tueurs. Une petite genèse s'impose. Sharon Whisker est née le 21 décembre 1979 sur la petite île de Belize en Amérique centrale au sein d'une famille modeste. Elle est élevée par Molly, une mère instable qui est adepte de sorcellerie vaudou, et par George, un beau-père anglais, soldat membre de l'armée royale. Son beau-père a des problèmes avec l'alcool, et sa mère, qui est très impulsive, a des conduites extrêmement malsaines et violentes. Il lui arrive d'infliger d'ignobles punitions à sa fille, comme celle de verser du piment sur ses parties génitales. George souhaite repartir vivre en Angleterre dans son pays d'origine. La famille déménage là-bas et s'installe alors dans le quartier de Camberley. Or, le décor est tout autre et bien plus morose que la petite île de Belize où ils habitaient jusque-là.
À peine le couple installé, ils se disputent de plus en plus et George ne supporte plus les crises d'hystérie de sa femme. Pour lui, c'en est trop. Un soir, lorsqu'ils sont dans la cuisine, il la confronte et lui fait part de son désir de divorcer. Bien évidemment, la pilule ne passe pas et dans un énième accès de colère, Molly lui jette au visage l'huile bouillante que contenait sa marmite ce jour-là. Sharon, qui assiste à l'horrible scène, n'est pas plus choquée que cela car le climat de violence qui règne chez elle est devenu habituel, voire banal à ses yeux. George se retrouve gravement brûlé et malheureusement pour lui, il gardera à vie les séquelles de cette agression. Ils se séparent alors rapidement et la mère de Sharon va se tourner vers l'alcool et les hommes, ce qui ne va certainement pas arranger son état. Suite à l'agression de son ex-mari, Molly est condamnée à une peine de prison avec sursis, avec l'obligation d'avoir un suivi psychiatrique durant 3 ans. Suite à ça, Sharon est brièvement placée en famille d'accueil, mais un mois plus tard, elle doit retourner vivre chez sa mère. À l'école, les professeurs de Sharon la décrivent comme une jeune fille polie et serviable, mais à partir de ses 11 ans, son comportement va peu à peu changer. Celui-ci va se détériorer et Sharon va se mettre à perturber la classe, attirant sur elle l'attention du proviseur. Elle va provoquer ses profs, se battre avec d'autres élèves et les gens vont se mettre à la craindre. À cette période, Sharon a de mauvaises fréquentations. Elle est influencée par un groupe de jeunes délinquants. Ceux-ci font des vols à l'étalage, dealent et consomment des drogues. À 11 ans, elle va d'ailleurs à son tour devenir une consommatrice régulière de cannabis jusqu'à en devenir addicte. Elle ne pourra plus passer une journée sans fumer et cela ne va pas arranger ses problèmes de comportement, bien au contraire. Avec le temps, les pensées de Sharon vont devenir de plus en plus négatives. Elle va les exprimer et les entretenir quotidiennement via son journal intime. Elle commencera par écrire quelques plaintes banales comme « j'ai trop envie de vacances » ou encore « j'en ai marre des maths », mais peu à peu, des phrases beaucoup plus profondes et morbides vont noircir les pages de son journal. Voici ce qu'on peut y lire. « La jalousie me donne envie de me battre. Tuer, c'est bon pour les affaires. Je suis née pour être une meurtrière. Tuer, pour moi, c'est une excitation. Et cela me fait tellement planer que je ne veux plus jamais redescendre. Chaque nuit, je vois le diable dans mes rêves, parfois même dans mon miroir, mais je réalise que c'est juste moi. C'est d'ailleurs suite à cette dernière phrase que Sharon va être surnommée la fille du diable. Tous ses écrits sont ponctués de dessins représentant des couteaux. Il faut savoir que Sharon déverse tous les jours ses propos extrêmes dans son carnet tout en fumant du cannabis. L'un des neurologues qui l'a examiné par la suite a déclaré que le cannabis qu'elle consommait quotidiennement pouvait avoir eu un effet néfaste sur Sharon, surtout du fait de son jeune âge, car son cerveau était encore en maturation. Il a déclaré ceci: « Nous savons que la consommation de cannabis chez les très jeunes constitue un réel facteur de risque de psychose ultérieure. Cela a augmenté clairement le risque pour que Sharon développe une schizophrénie. Plus tard, le rapport psychiatrique confirmera que la jeune fille souffre d'un trouble de la personnalité grave, antisocial et paranoïde limite. Elle a des pensées délirantes, voire des hallucinations, ainsi que des épisodes maniaques. Sharon a été déplacée d'une prison à une autre, mais son comportement était trop agressif, voire dangereux envers ses codétenus et le personnel carcéral. En tout cas, selon le résultat de l'expertise psychiatrique, Sharon n'avait pas du tout sa place en prison. Mais le problème, c'est que les hôpitaux psychiatriques sont tout aussi surpeuplés que les établissements pénitentiaires. En 1998, elle a donc fini par être internée à l'hôpital de Bradmoor dans la section des schizophrènes. Mais la rebelote, là-bas, elle s'en est aussi prise à des membres du personnel ainsi qu'à d'autres résidents et a même tenté de tuer l'un d'eux en lui tranchant la gorge. Son état ne s'est pas du tout arrangé, c'est peu de le dire. Parfois, elle se prenait même pour un lézard. Oui, vous avez bien entendu, un lézard. Et a tenté à plusieurs reprises de s'automutiler pour déterminer si elle était toujours humaine. Son cas était tellement grave qu'elle a été à nouveau transférée dans un autre hôpital, contenant cette fois-ci une section hautement sécurisée située à Londres. Une psychocriminologue a déclaré que Sharon Wishart était une patiente difficile à comprendre, car contrairement à la plupart des enfants tueurs qui s'en prennent à d'autres enfants, celle-ci s'attaquait à des personnes adultes.
De plus, elle s'attaquait aux gens sans motif particulier, ce qui la rendait imprévisible et particulièrement dangereuse. Depuis 2009, elle est éligible à la libération conditionnelle, mais son état mental la fait toujours considérer comme dangereuse pour le public et empêche qu'elle ne recouvre pour l'instant la liberté. À l'heure actuelle, Sharon Wishart est toujours enfermée à l'hôpital de sûreté de Londres et suit scrupuleusement son traitement médicamenteux, sa psychothérapie, ainsi que l'écriture de son journal intime. Selon certains experts, Sharon est tellement malade que sa libération ne risque de ne jamais se faire, tant elle fait courir un risque pour la société. J'arrive au terme de toutes ces histoires d'enfants tueurs, mais ne vous inquiétez pas, je vous réserve ensuite une série tout aussi fascinante sur les adolescents meurtriers. Mais avant cela, je me dois de vous offrir une petite conclusion par rapport à tous ces cas d'enfants qui ont commis l'irréparable. Bien heureusement, ces cas restent encore extrêmement rares. Ce que je retiens, c'est qu'ils ont tous un point commun et que cela les mène toujours à leur arrestation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils font tous l'erreur de rapporter leur meurtre dans leurs journaux intimes. Mais c'est la pire des pièces à conviction. Alors un conseil, si vous avez l'intention de tuer quelqu'un ou si vous l'avez déjà fait, évitez de vous confesser par écrit. C'est l'une des pires preuves. Bon sang, soyez plus intelligent que ça. C'est comme les victimes dans les films d'horreur. Pour fuir le psychopathe, la blonde, elle s'enferme toujours dans le grenier. Si le tueur débarque, elle a ensuite plus d'autre choix que de sauter par la fenêtre. Et encore, il faut toujours qu'il y en ait une en plus. Trêve de plaisanterie. J'espère que ces deux dernières histoires d'enfants tueurs vous ont plu. En ce moment même, je vous prépare une autre vidéo sur une jeune fille psychopathe, une petite fille même, mais cette fois qui n'est pas parvenue à ses fins. Son histoire est passionnante, j'ai très hâte de vous la raconter. Pour ne pas la louper, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. En attendant, j'attends vos likes, vos coms auxquels je me ferai un plaisir de vous répondre. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de la Dark Zone. Prenez soin de vous mes petits démons.